Bien, en ce début de cette 5e semaine, je crois que nous sommes tous un petit peu pris par nos pensées, notre fatigue. Mais bienvenue à notre conférence de ce soir. Je voudrais tout d'abord remercier 3 personnes importantes, très discrètes, grâce auxquelles la technologie fonctionne dans des conférences et grâce auxquelles l'école de français garde aussi une trace de ces conférences et peut placer la vidéo sur notre site web. Il s'agit bien sûr d'Utam Tejedor Alonso en ce qui concerne la technologie. D'Isabelle Caron en ce qui concerne le filmage de la conférence, elle est là-bas. Et Elsa Lambert-Danel en ce qui concerne la vidéo et le montage, elle est là. Je suis très honorée de vous présenter ce soir Anne Muxel, qui est directrice de recherche CNRS en sociologie et en sciences politiques, et qui travaille également au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. Ses travaux dans le champ de la sociologie politique s'attachent à la compréhension des formes du lien des individus à la politique, et plus largement du système démocratique, au travers de l'analyse de leurs attitudes et de leurs comportements. C'est-à-dire, elle s'intéresse aux nouvelles formes d'expression politique, au rapport au vote, au mode de socialisation et de construction de l'identité politique. Elle a mené de nombreux travaux sur la transmission des valeurs dans la dynamique générationnelle et est également une spécialiste reconnue des études sur la jeunesse. Anne est une chercheuse très prolifique. Elle a publié avec Bruno Cotresse « Toi, moi et la politique, amour et conviction » aux éditions du Seuil en 2008. Apparu également « Comment les électeurs font-ils leur choix ? Le panel électoral français 2007 », qui est un ouvrage paru aux presses de Sciences Po à Paris en 2009. Un autre ouvrage s'intitule « Avoir 20 ans en politique, les enfants du désenchantement » et cet ouvrage a été publié aux éditions du Seuil en 2010. Elle a dirigé plusieurs ouvrages collectifs aux presses de Sciences Po. La politique au fil de l'âge, paru en 2011, La vie privée des convictions, politique, affectivité et intimité, paru en 2013. Temps et politique, les recompositions de l'identité en 2016. Croire et faire croire, usage politique de la croyance en 2017. Elle a dirigé avec Olivier Galland l'ouvrage La tentation radicale, enquête auprès des lycéens, qui a été publié au PUF en avril 2018. Dans un livre Portrait de la jeunesse en politique, qui se nomme Politiquement jeune, cet ouvrage a été publié aux éditions de l'Aube. Je l'ai par ailleurs lu et je vous le recommande vivement. Elle y présente, y discute les tensions, voire les paradoxes dans les formes actuelles de politisation. Et ces tensions sont portées par les jeunes générations. Plus récemment, elle a dirigé en collaboration avec Bruno Cotresse un ouvrage collectif qui s'intitule « Histoire d'une révolution électorale 2015-2018 ». Il a paru aux éditions Classique Garnier. Et elle y parle de la séquence électorale de la présidentielle et des législatives de 2017. Elle les revisite. Par ailleurs, elle a ouvert tout un champ de recherche consacré à une sociologie de l'intime. Champ de recherche qu'elle développe au travers de questions touchant à la politisation des individus, à la construction de la mémoire individuelle et collective. Et tout récemment, elle s'est consacrée aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les relations interpersonnelles et les conditions de l'altérité, ce qui a fait l'objet d'un ouvrage paru en 2021 aux éditions Odile Jacob. Cet ouvrage s'intitule « L'autre à distance, quand la pandémie touche à l'intime ». Je l'ai également lu et je dois vous dire que c'était absolument passionnant et cela révèle une grande acuité, une fine perspicacité ainsi qu'une sensibilité à l'égard de l'autre dans cet ouvrage. Elle a également écrit avec Adélaïde, j'espère que je le prononce correctement, Anne, Zulfi Karpasik, Les Français sur le fil de l'engagement, aux éditions de l'Aube, Fondation Jean Jaurès. Cela a été publié en 2022. Et avec Martial Foucault, elle a écrit Une jeunesse engagée, enquête auprès des étudiants de Sciences Po. Cela a paru aux presses de Sciences Po en 2022 également. Jusqu'à très récemment, Anne avait la responsabilité
du domaine défense et société de l'Institut stratégique de l'école militaire au ministère de la Défense. Elle est membre élue du conseil de gestion du CEVIPOF et vient d'être nommée au poste de codirectrice du CEVIPOS qu'elle assumera à partir de la rentrée. Elle fait également partie des conseils d'administration de la Fondation Georges Jaurès et de la Fondation Jeunesse Feu Vert. Pour conclure, j'aimerais d'abord mentionner qu'Anne fait preuve d'une grande flexibilité ici à Middlebury, car elle enseigne à la fois dans le programme d'immersion de 7 semaines et dans celui de 6 semaines, comme Nicolas Rosselier et Estelle Coquin. Dernière chose que j'aimerais mentionner, qui n'est pas la moins importante, au contraire, en 2022, elle a été nommée chevalière de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur étant, je cite, vous pourrez applaudir après, le premier ordre national visant à honorer des citoyens français. C'est la plus haute distinction que l'on puisse recevoir, qui récompense les mérites éminents acquis au titre de la nation, soit à titre civil, soit sous les armes. Nous avons donc une chance extraordinaire à l'école de français de Middlebury, car nous y avons 2 chevaliers de la Légion d'honneur, Anne Muxel et Pascal Perrineau, et vous pouvez les applaudir. Ce soir, la conférence d'Anne va porter sur Jeunesse en colère, retour sur les émeutes en France. Veuillez l'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Armelle. Est-ce que mon micro marche? Oui. Vous m'entendez bien? Merci beaucoup, Armelle, pour cette présentation. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, toujours très heureuse de donner une conférence sur un thème à chaque fois différent et qui me donne l'occasion d'un échange avec vous, les étudiants et les étudiantes, avec les collègues aussi ici présents, avec l'ensemble de l'école des Français. Alors cette année, je vous propose oui, c'est ça. Voilà. Je vous propose une réflexion que je veux partager avec vous suite à ces événements certes récurrents, mais qui cette fois-ci ont eu un caractère un peu inédit par certains aspects, des émeutes que la France vient de connaître, puisque j'étais dans l'avion qui me conduisait ici le 28 juin et que c'est le 27 juin que lors d'un contrôle policier opéré par 2 policiers à moto, un contrôle routier qui s'inscrit dans le cadre d'une course-poursuite en raison d'infractions routières d'un véhicule, d'un conducteur sans permis, conduisant une voiture puissante, qu'un policier, ayant fini par immobiliser ce véhicule, a tué en tirant à bout portant, donc sur un jeune de 17 ans, Naël, dans un quartier de la banlieue nord-ouest de Paris, Nanterre très exactement, le tuant sur le coup. C'était donc le 27 juin 2023, et 3 semaines d'émeutes ont suivi et ont plongé la France et les Français dans un chaos où toutes les familles politiques se sont emparées de la tragédie pour rivaliser de postures, de principes, de jugements souvent stigmatisants et d'antagonismes idéologiques marqués. Les pouvoirs publics et les instances de sécurité étant quant à eux en charge de rétablir difficilement, sinon l'ordre, en tout cas un calme apparaît. Une fois de plus, une fois de trop. Les émeutes qui se sont suivies dans les quartiers populaires des banlieues françaises pendant 3 semaines rappellent le triste constat, dans notre pays, que les inégalités de territoire et de destinée sociale ne régressent pas, et que sur certains aspects, les discriminations augmentent même, la violence s'imposant alors malheureusement comme le seul exutoire, le seul recours pour se faire entendre. Le mouvement des Gilets jaunes, il y a quelques années, avait connu la même tentation. Les émeutes rappellent aussi l'inextricable malentendu
et j'y reviendrai, voire l'hostilité mutuelle qui persiste entre les jeunes des quartiers et la police. Les premiers soupçonnés d'ensauvagement et de fauteurs de troubles face aux seconds, considérés comme responsables d'abus de pouvoir et d'autorité, pouvant aller jusqu'à la bavure policière et la mort d'un jeune. Le même scénario se répète depuis de nombreuses années, au moins 20 ans. Les dernières grandes émeutes urbaines remontant à 2005, après la mort de 2 jeunes adolescents électrocutés dans un transformateur électrique où ils s'étaient réfugiés après une course-poursuite avec la police. Beaucoup a été écrit et dit sur la mort de Nahel le 27 juin 2023 et sur ses suites émeutières. Les facteurs exogènes et endogènes, tant du côté de la police que des jeunes incriminés, ont été inventoriés, décortiqués, discutés, controversés. Les mots sont importants, bien sûr, mais à titre personnel, et comme beaucoup d'observateurs et commentateurs de cet épisode, c'est le constat d'impuissance, non seulement des pouvoirs publics et politiques, mais aussi de la société tout entière, menacée dans sa cohésion républicaine et dans sa capacité de faire commun à partir de toutes ces différences qui me frappent et me rendent triste. Je ne pouvais donc faire une conférence à Middlebury cet été, dans notre école de français, sans évoquer la mort de Nahel et les émeutes de jeunes en colère, et sans chercher à comprendre avec vous le contexte français qui leur donne sens et malheureusement réalité. Alors repartons des faits. Repartons des faits. Et repartons de cette photo qui a été prise par un témoin qui a assisté à l'arrestation de cette voiture, du jeune Nahel au volant, avec 2 autres jeunes dans la voiture. Cette photo que maintenant tout le monde, en tout cas en France, a vue et connaît, qui est devenue une vidéo virale qui a circulé sur les réseaux sociaux. Le délit incriminé, c'est que le jeune Nahel a manifesté par 2 fois le refus d'obtempérer, c'est-à-dire d'arrêter obtempérer. En français, c'est le refus de s'arrêter, le refus d'arrêter le véhicule qu'il conduisait. Depuis la loi de 2017, voulue par le Premier ministre de François Hollande à l'époque, Bernard Cazeneuve, socialiste, qui avait modifié le cadre de la légitime défense des policiers en leur permettant de tirer sur les véhicules en mouvement en cas de refus d'obtempérer. Depuis, effectivement, cette loi de 2017, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, de commentaires à l'époque, quant au risque d'une telle mesure sur les relations entre les citoyens et la police, mais aussi la gendarmerie, la loi était néanmoins passée dans le contexte qu'il faut rappeler des attentats djihadistes et de l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile à Magnanville, l'assassinat d'un couple de policiers par un djihadiste. Donc c'est aussi dans ce contexte extrêmement de violence auquel était soumis le pays, mais aussi les policiers, que cette loi était passée. Ce droit, et à l'occasion de ce qui s'est passé, de la mort de ce garçon, de Nahel, ce droit est aujourd'hui vilipendé par toute une partie de la gauche, notamment par la France insoumise, qui à l'occasion de ces émeutes s'en est violemment pris effectivement à cette loi, qui l'interprète, la France insoumise, comme un permis de tuer, selon certains mots qui ont été utilisés par certains responsables politiques et députés de la France insoumise. Donc cette photo est devenue, cette photo et cette vidéo est devenue virale, et s'en sont suivis un certain nombre, effectivement, d'événements. Ce sont des images qui mettent la vidéo. Je n'ai pas voulu vous la projeter parce que je pense que certains d'entre vous l'ont vue. Je pense que c'est aussi assez pénible de la revoir, mais on sait ce qui s'est passé, puisque cette vidéo remet en cause le témoignage, dans un premier temps, des policiers,
qui avait donné une autre version des faits et qui, voilà, qui du coup, cette vidéo a obligé finalement les policiers à revenir sur leur première déclaration et explication, où ils mettaient en avant le fait qu'ils étaient en légitime défense. Et à cela s'est ajouté le témoignage du troisième passager qui s'était enfui dans un premier temps et qui a pu aussi témoigner sur ce qui s'était passé. Et tout cela aboutit à l'incarcération du policier incriminé qui a tiré à bout portant sur ce jeune de 17 ans. S'en sont suivis un certain nombre de manifestations, de marches en mémoire de Nahel, et pour dénoncer la police, vous le voyez sur ces images, hein, qui montrent bien d'ailleurs aujourd'hui, vous voyez bien sur cette pancarte, l'importance des vidéos, des films, hein, que des témoins peuvent faire sur un certain nombre d'événements qui ont été filmés et d'altercations entre la police et les citoyens. Souvenez-vous aussi de la vidéo que l'on a tous vue de ces images insoutenables de la mort de George Floyd aux États-Unis. C'était aussi la présence maintenant des images et des films et des vidéos qui deviennent effectivement des éléments essentiels à verser à ce type de dossier, voilà, joue un rôle différent par rapport à certains faits précédents. Combien de Nahel n'ont pas été filmés? C'est ce que dit par exemple cette pancarte et cette manifestante. Alors, cet épisode tragique remet à nouveau en présence cet affrontement entre d'un côté les jeunes, de l'autre côté la police, avec cette bataille de mots, mais qui au-delà de la bataille de mots est aussi une bataille idéologique sur la conception que l'on peut avoir du maintien de l'ordre et sur la légitimité des forces de sécurité quant au maintien de l'ordre, hein, dans nos démocraties. Certains vont parler de violence policière, c'est aujourd'hui le mot, on va dire, consacré par les médias, par les jeunes, par les commentateurs, par les analystes, mais c'est un mot qui, si vous le prononcez devant la police, et j'ai aussi travaillé et fait une étude sur les images de la police que j'ai présentées à des policiers, c'est un mot qui ne passe pas pour la police, puisque pour la police, la question est celle du maintien de l'ordre. Et eux, ce qu'ils entendent faire, dans la légitimité du respect du maintien de l'ordre, c'est l'usage de la force. Donc, au-delà de ces batailles de mots, que vous trouverez dans les articles, que vous trouverez dans les débats, aujourd'hui, hein, d'un côté, les jeunes ou les manifestants refusent l'idée de l'usage de la force, dès l'instant où elle débouche sur des violences jugées inadmissibles, hein, et de l'autre côté, effectivement, les jeunes, mais aussi les médias, mais aussi la société en général, maintenant, il est dans le sens courant du langage de parler de violence policière. Donc vous voyez ce climat, vengeance pour Nahel. Donc effectivement, ces émeutes avaient pour ressort l'idée de défendre la mémoire et la justice pour Nahel. Et là, vous avez aussi ce mot ACAB que certains doivent connaître, dont je ne donnerai pas la traduction en anglais, puisque nous ne devons pas prononcer un mot d'anglais, mais vous voyez combien, effectivement, on voit de part et d'autre de l'Atlantique, voilà, cette rhétorique anti-police, hein, qui s'exprime dès l'instant où il y a un acte de police incriminé dans la mort d'un jeune ou d'un moins jeune, dans la mort de quelqu'un, dans une mort qui résulte, hein, de ce que l'on peut considérer comme une bavure policière. Alors, ces émeutes, elles ont à la fois des points communs, comme je l'ai dit, et la tristesse finalement que l'on peut éprouver
quand on est confronté à un épisode de ce type, c'est justement cette récurrence et cette impuissance finalement face à cette récurrence qui se répète et toujours avec le même scénario. Des jeunes qui ne sont pas forcément seulement innocents, qui font des infractions, qui sont des délinquants, hein, et c'était le cas de Naël. Naël n'était pas, il conduisait sans permis de conduire, il refusait d'obtempérer, il était déjà fiché dans un fichier judiciaire. Les policiers, altercation avec les policiers, sans doute excès de réponse du policier. Ici, tirer sur un jeune à bout portant, c'est évidemment une réponse exagérée qui conduit à sa mort. C'est pas pour rien que le policier est en prison. Il aurait pu, ce policier, utiliser d'autres façons pour stopper cette voiture, arrêter ce jeune et ne pas le tuer à bout portant. Donc, on observe dans ces émeutes, à chaque fois, donc, toujours cette même récurrence. Hein. C'est comme une équation, finalement, qui se met en place. Par rapport à 2005, aux dernières émeutes, il y a plusieurs différences qui sont, malgré tout, perceptibles. D'abord, la violence de ces émeutes est apparue beaucoup plus importante qu'en 2005. On va le voir dans les chiffres que je vais vous présenter. Donc une violence inédite plus importante. Un rajeunissement assez significatif des jeunes qui participent à ces émeutes. Il n'a pas été rare de trouver des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans, donc de très jeunes émeutiers, quasiment des enfants, qui se sont trouvés embarqués dans cette violence collective. Troisième élément différent, la place et le rôle des réseaux sociaux. En 2005, les réseaux sociaux n'existaient pas. Instagram, Facebook, etc. Tout ça, ça date de 2006. On a l'impression que c'est là depuis tout le temps, mais en fait, finalement, c'est pas si vieux que cela. Et aujourd'hui, l'omniprésence des réseaux sociaux a permis, d'abord, à donner à cette vidéo une viralité qui a effectivement pu mobiliser les jeunes émeutiers, mais aussi sensibiliser l'ensemble de la population, bien sûr. Hein. Mais elle a aussi donné aux émeutiers, aux jeunes, des occasions d'échange pour échapper à la police, donc plus de difficultés pour les forces de l'ordre aussi à faire face à ces émeutes urbaines qui du coup adoptent de nouvelles techniques. Et puis enfin, quelque chose d'assez nouveau, l'utilisation des mortiers. Les mortiers d'artifice, ce sont des fusées qui sont utilisées dans les feux d'artifice. Et là, il y a eu énormément de stocks de mortiers dans ces quartiers qui ont été réunis par les émeutiers et qui ont été lancés sur la police. Donc vous voyez, ça crée non seulement une certaine confusion ambiante en termes de bruit, de lumière, de chaos, etc., mais c'est aussi des tirs qui sont très directement dirigés vers les policiers qui sont eux-mêmes blessés. Il ne faut jamais l'oublier aussi. Hein. Il y a effectivement des blessés du côté des policiers. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, l'usage des mortiers, que l'on trouve d'ailleurs des appels à l'usage des mortiers dans certaines chansons de rap, et notamment voilà, des paroles du chanteur Rof. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connais pas, mais voilà ce qu'il chante, notamment dans sa chanson « Mortier, mortier », comme une attaque au mortier. La puissance vient des quartiers, on bouleverse le monde entier, mortier, mortier. Donc vous voyez que le mortier, l'usage des mortiers, figure en bonne place dans la culture rap, à tel titre que, par exemple, le gouvernement a interdit, lors du 14 juillet, l'utilisation des feux d'artifice, hein, pour justement qu'il n'y ait pas, pour
diminuer les risques de reprise, hein, finalement, de la violence. Alors des violences, n'oublions pas, hein, dans cet affrontement entre les jeunes et la police, les jeunes, évidemment, c'est le ressort de l'émeute, hein, les jeunes se battent contre la police, engagent un rapport de force contre la police, et ouvertement contre la police. Hein. Ce n'est pas la police qui attaque les jeunes, c'est les jeunes, dans le cadre de ces émeutes, qui attaquent la police. Donc des violences à l'encontre des forces, des violences à l'encontre des forces de l'ordre. Et là, sur BFM TV, oui, je crois, donc c'est le bilan d'une nuit pendant les émeutes, 667 interpellations de jeunes, dont 307 à Paris, Petite Couronne. Petite Couronne, c'est la banlieue proche de Paris. 249 policiers et gendarmes blessés. Donc il y a aussi toute cette dimension d'atteinte par la violence de la police et de l'intégrité aussi physique et corporelle des policiers. Et en retour, qu'est-ce qui se passe? C'est un engrenage. Les policiers ont légitimement peur des jeunes, qui font usage d'armes, de moyens, les mortiers, mais aussi bien d'autres choses, de plus en plus violentes et de plus en plus potentiellement dangereuses pour les policiers eux-mêmes. C'est effectivement un constat qu'il faut faire et qui change un peu la nature de ces émeutes par rapport à ce qui peut se produire d'autres fois. Alors, ces émeutes conduisent à des dégâts considérables, hein, qui ont pu être évalués à 650 millions d'euros, voire davantage. 650 millions d'euros, donc tout cela a été comptabilisé, 5600 véhicules incendiés, des saccages de bâtiments publics, et ça c'est aussi un point qui a été souligné, sans doute jamais autant de bâtiments publics ont été attaqués, détruits, saccagés, que lors de ces violences, c'est-à-dire des écoles, c'est-à-dire des mairies, c'est-à-dire des commissariats de police, des gendarmeries. Donc vous avez effectivement tous les chiffres au tableau, les bureaux de poste, mais aussi les bureaux de tabac, les stations de tramway, etc. etc. Et aussi les commerces. Hein, il y a eu aussi beaucoup de commerces qui ont été détruits, non seulement détruits, mais aussi pillés, vandalisés, etc. etc. Donc, il y a eu au niveau de l'ordre public, de la destruction des bâtiments, des biens d'ailleurs dont il a été remarqué par beaucoup que c'était des biens de ces jeunes eux-mêmes dans les quartiers, leurs écoles, leurs mairies, leurs équipements culturels, leurs équipements sportifs, etc., etc., qui ont pu être détruites. Même chose pour les voitures, hein, c'est souvent les voitures de leurs proches, de leurs parents, des habitants qui habitent avec eux. Donc il y a en fait ce débordement de violence, on pourrait aussi penser qu'il est d'une certaine façon contraire aux intérêts des jeunes et des territoires dans lesquels ils habitent. Alors le rôle des réseaux sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure, ça je crois que c'est vraiment un point très très important et qui a en plus relayé ces émeutes dans l'opinion, sans doute de façon inédite par rapport à ce qui pouvait se passer avant. Je pense que vous avez, c'était les débuts, les premiers jours ici à Middlebury, si vous avez consulté les informations, les réseaux sociaux, vous avez pu voir qu'il y avait évidemment beaucoup d'informations qui circulaient par les réseaux sociaux. Ça a évidemment alerté le gouvernement, les responsables politiques, les ministres, qu'il s'agisse du ministre de l'Éducation nationale, il y a toute une éducation à l'usage des réseaux sociaux, que ce soit évidemment le ministre de l'Intérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'usage des réseaux sociaux rend plus difficile pour les forces de l'ordre de faire régner l'ordre, d'appréhender les émeutiers quand il faut les appréhender, mais aussi du ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti,
qui a fait cette déclaration. Il s'agira de rappeler aux jeunes que Snapchat, c'est pas une planque et qu'on peut péter les comptes, c'est-à-dire quand deux gamins s'appellent pour se donner rendez-vous et pour viser une cible, on peut les trouver. Voilà, donc il y a aussi tout ce regard maintenant qui se porte sur les réseaux sociaux comme étant en tout cas un nouvel instrument qui peut renforcer encore les émeutes et leurs conséquences. Et donc, dans un entretien récent, Emmanuel Macron, donc le président de la République, a dit vouloir mettre en chantier, dans son entretien du 21 juillet, puisqu'il n'a pas fait d'entretien le 14 juillet, alors qu'il généralement c'est la tradition que le président de la République fasse un entretien le jour de la fête nationale, mais dans son entretien du 21 juillet, il a dit qu'il voulait mettre en chantier un chantier sur le numérique et sur l'éducation au numérique, réfléchir à l'importance maintenant du numérique dans la vie sociale et dans la vie des jeunes. Alors ces émeutes, elles se sont finies par 3505 interpellations, 3505 interpellations donc en 3 semaines. Ce que l'on sait des émeutiers, sur ces 3500 personnes, 40% de ces émeutiers avaient déjà un casier judiciaire ou étaient en tout cas connus des services de police, alors même que l'âge moyen des émeutiers est de 17 ans, donc vous voyez qu'il y a vraiment un rajeunissement, un aspect très juvénile dans ces émeutes. Un tiers des personnes interpellées sont des mineurs, dont 60% d'entre eux n'ont aucun antécédent judiciaire, hein, donc dans les 40% qui restent, c'est souvent des tout jeunes qui n'ont aucun antécédent judiciaire. Et donc on voit bien qu'il y a des groupes, on va dire, de plus délinquants, en tout cas, qui cherchent à en découdre de façon plus frontale avec les forces de l'ordre et la police, se sont agrégés des groupes de jeunes par effet de mimétisme, de contagiosité de la violence, de ce que Sébastien Rocher, le sociologue Sébastien Rocher appelle le frisson de l'émeute, hein, qui a pu conduire notamment des tout jeunes à rejoindre les émeutes. Donc ces diapositives vous montrent donc les arrestations de certains jeunes émeutiers. Et donc sur les 3505 jeunes interpellés, 1278 jugements ont été prononcés, dont 905 ont fait l'objet de comparutions immédiates, avec 95% de condamnation. Donc, vous le voyez, une réponse assez forte de la part de la justice. Plus de 1056 personnes ont été condamnées et 600 ont été incarcérées. Parmi les personnes condamnées, 742 l'ont été à une peine de prison ferme pour une durée moyenne de 8,2 mois d'incarcération. Voilà. Et Éric Dupond-Moretti se rajoute à ces peines relativement rapides, hein, suite à des comparutions immédiates, puisque la justice a plutôt une réputation d'être assez lente, et c'est souvent ce qui est reproché d'ailleurs à la justice. Là, il y a vraiment eu des comparutions immédiates, suivies de condamnations et d'incarcération. Et le garde des Sceaux a annoncé que des condamnations de parents d'émeutiers auront lieu au cas par cas. Et ça, c'est un point qui a aussi fait beaucoup de débats, de désaccords, bien sûr, sur la façon dont on pouvait, à juste titre ou à tort, considérer que les parents ont aussi une responsabilité sur le fait de laisser leurs enfants participer, notamment les mineurs ou des tout jeunes mineurs, participer à ces émeutes. C'est un point de débat. En 2005, juste pour voir la différence, il y avait eu 3 semaines de révolte. Donc on était sur un temps beaucoup plus long. Hein. Là, on a eu 5 jours d'émeutes. Eh bien, 4728 personnes avaient été interpellées et 400 condamnations à des peines de prison ferme avaient été prononcées. Donc on voit que là, sur un espace de temps
beaucoup plus réduit, hein, les émeutes ont duré moins longtemps, et proportionnellement, il y a plus de condamnations. Alors, suite à ces émeutes, suite à ces condamnations, vous pouvez le voir pour ceux qui continuent à lire les nouvelles en France, il y a effectivement plusieurs réactions, des débats politiques, des controverses assez virulentes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais notamment une grogne et une fronde des policiers qui s'est fait entendre récemment. Des policiers se sont mis, ils ne peuvent pas se mettre en grève, donc ils n'ont pas le droit. Hein, quand on est policier, on n'a pas le droit de se mettre en grève, mais ils ont fait ce que l'on peut appeler une grève du zèle, c'est-à-dire ils ont décidé, notamment à Marseille, de ne plus verbaliser, de ne plus contrôler, de ne plus arrêter. Et puis d'autres se sont mis en congé maladie, hein, au prétexte qu'effectivement, ils avaient été très sollicités, très stressés, fatigue, dureté de leurs conditions de travail. Il ne faut pas oublier effectivement que la police, on oublie souvent ça, mais c'est des conditions aussi de travail extrêmement dures pour eux. Ils sont très sollicités. Ils ont été très sollicités toute l'année, puisqu'il y a eu toute une série de manifestations contre la réforme des retraites. Hein, donc on peut dire que, voilà, ils ont et en gros, pour vous donner un peu une proportion en matière d'effectifs, on a pu calculer, c'était compliqué, mais moi je fais assez confiance au dernier calcul de Jérôme Fourquet, qui vient de produire une étude tout à fait intéressante dans le cadre des notes de l'IFOP sur le retour sur les émeutes. 45 000 émeutiers à peu près, hein, c'est le chiffre qui a été établi, et soit un chiffre équivalent au nombre de policiers et de gendarmes déployés. 45 000 du côté des forces de l'ordre. Donc on voit bien là s'affronter deux masses à peu près comparables, hein, de part et d'autre dans le cadre de ces émeutes. À la fin des émeutes, on compte 700 policiers et gendarmes blessés en arrêt maladie, auxquels il faut rajouter 35 pompiers. Et en 2005, seulement 56 membres des forces de l'ordre avaient été blessés, alors que les émeutes avaient duré 3 semaines. Ces chiffres, hein, vous montrent là l'ampleur de cette violence qui est cette fois beaucoup plus importante lors de ces émeutes. Une controverse vraiment dans la semaine dans les 10 jours qui viennent de se passer, est montée peu à peu en France, puisque le patron de la police et le préfet de police de Paris sont montés au créneau, comme on dit, pour défendre les policiers qui avaient été incarcérés. Parce qu'il y a le policier qui a tué Naël qui a été incarcéré, mais il y a aussi une autre affaire d'un policier à Marseille qui, suite à un tir de flashball sur un jeune, 4 policiers ont ensuite tabassé ce jeune alors qu'il était blessé au sol. Ce policier, responsable aussi de ce tabassage de ce jeune, s'est retrouvé incarcéré. Et donc, suite à ce mouvement, suite à ces incarcérations, sont montés au créneau donc le patron de la police et le préfet de la police de Paris pour dire que finalement, les policiers, parce que ce sont des policiers, doivent être traités autrement qu'un citoyen ordinaire et n'ont pas à être incarcérés, en tout cas, tant que la présomption d'innocence joue pour eux. Puisque pour toute personne qui a commis un délit, vous le savez, il y a d'abord une présomption d'innocence avant qu'une enquête démarre et que l'on fasse la preuve hein, qu'effectivement cette personne est coupable. Et donc, voilà, donc il y a eu évidemment des controverses très importantes à partir de cela, une mise en cause de l'État, bref, beaucoup de controverses, et qui ont mis au devant de la scène cette conflictuation des relations entre la police et la justice, entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, et plus exactement les magistrats
qui sont mis en cause. Et donc une instrumentalisation politique de cette question de l'incarcération ou pas des policiers, instrumentalisation entretenue par des syndicats de police assez puissants qui sont plutôt proches de l'extrême droite hein, et qui, effectivement, depuis maintenant des années, œuvrent pour soustraire, en fait, de plus en plus la police comment dire, à la justice ordinaire à laquelle est soumise tout citoyen. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est allé jusqu'à accuser les magistrats, donc il est allé très loin, il est quand même ministre de l'Intérieur, il est allé très loin, il a accusé les magistrats en disant que finalement les magistrats appliquaient plutôt la présomption de culpabilité aux policiers plutôt que la présomption d'innocence à laquelle avait droit tout citoyen. Donc on voit bien qu'il y a là, dans ces controverses, un ressort aussi émotionnel, affectif, qui met de l'huile sur le feu, si j'ose dire, de ces questions qui sont pourtant tragiques et très importantes. Et pendant tout ce temps-là, on observe un relatif silence de l'exécutif. Emmanuel Macron ne se prononce pas tant que ça. Il a seulement rappelé depuis Nouméa, puisque pendant ce temps-là, il était, pendant toutes ces controverses, il était en Nouvelle-Calédonie. Il dit « Je comprends l'émotion chez nos policiers, mais nul en République n'est au-dessus de la loi. » Il rappelle simplement ce principe. Tandis que Gérard Darmanin assure un soutien sans faille à l'égard des magistrats. À l'heure d'aujourd'hui, les policiers sont toujours en prison. Voilà pour le rappel des faits. Je vais maintenant, pour essayer de mieux comprendre le contexte et mieux comprendre aussi tout ce qui se passe, vous donner des éléments d'analyse en vous présentant finalement la réaction des Français à ces émeutes. À ces émeutes qui, comme vous le voyez, en 2023, contrairement, je n'ai pas abordé cela, contrairement aux émeutes de 2005, c'est aussi un changement, elles se sont réparties sur tout le territoire. Sur tout le territoire, vous le voyez, sur tout le territoire national. Là-haut, vous avez l'Île-de-France avec la concentration autour de Seine-Saint-Denis et des banlieues, autour de Paris. Mais vous voyez que même dans des zones rurales, dans des petites villes, hein, il y a eu des émeutes qui se sont diffusées très très vite, à cause effectivement des réseaux sociaux, à cause de cette vidéo virale, mais sur l'ensemble du territoire. Donc, la réaction des Français sur l'ensemble des territoires. Donc là, je vous présente des résultats d'une enquête de BVA, qui est un institut de sondage en France bien connu. Et dans cette enquête, eh bien, on constate que la grande majorité des Français, 77%, les 3/4, désapprouvent fermement les violences de ces derniers jours, donc c'était juste après les émeutes, de ces derniers jours, des violences. Moins d'un Français sur 5 considère que, même en désapprouvant ces émeutes, on peut comprendre la colère qui s'exprime. Donc on voit bien, de la part des Français, hein, qu'il y a un rejet, finalement, des émeutes et de la violence qui s'est exprimée. Hein. Et vous voyez d'ailleurs que, même chez les jeunes, bon, même si on voit bien un effet d'âge, hein, entre les 18-24 ans et les 65 ans et plus, mais même une majorité de jeunes, parce que là on ne parle pas que des émeutiers, mais les jeunes en général. Hein, les émeutiers, c'est en fait très marginal au fond. Hein. On a calculé 45 000 personnes à l'échelle de l'ensemble du territoire. Bon, c'est rien par rapport aux millions d'abord d'habitants de ces banlieues, n'oublions pas. Hein, tous les jeunes qui habitent dans les banlieues n'étaient pas non plus dans les émeutes. Il ne faut pas faire d'amalgame. Et donc, on voit que en France, 67%, les 2/3 des jeunes, hein, désapprouvent fermement les émeutes. Donc ça, c'est important. Évidemment, plus on est âgé, plus on les désapprouve. Il y a aussi un effet politique, mais on y reviendra. Hein. Vous voyez que les proches
les Français proches de la France insoumise sont plus nombreux, comme ceux proches d'Europe Écologie Les Verts, plus nombreux à désapprouver les émeutes tout en les comprenant que les autres forces politiques. Il y a évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, des écarts et des controverses idéologiques. Et malgré une certaine détérioration sensible qui est constatée dans toutes les enquêtes que nous pouvons faire et que l'on fait notamment au CEVIPOF dans le baromètre de confiance politique, malgré une détérioration sensible de l'image de la police, vous voyez que juste après cet épisode d'émeute, la police garde dans l'ensemble de la population une bonne image, 77%. C'est tout à fait important aussi de le noter. Et si l'on regarde, là encore, il y a des différences générationnelles. Et vous voyez que la majorité des jeunes, 65%, 61%, considèrent avoir une bonne image de la police. Donc là aussi, il faut faire très attention aux amalgames, aux stéréotypes faciles où on a tous les jeunes Français contre la police, que la haine de la police est quelque chose d'extrêmement dominant et répandu. Non, quand on regarde les enquêtes, ce n'est pas que comme cela que cela se passe. C'est important de le rappeler. Et pour une grande majorité de Français aussi, bien conscients qu'il existe effectivement des bavures policières, mais l'ensemble considère que la police agit dans le respect des règles et que les dérapages sont des faits isolés, que tous les policiers ne sont pas concernés par ces bavures, par cette violence illégitime, et que ce sont des actes au sein de la police qui existent, il ne s'agit pas de les nier, mais qui ne concernent pas toute la police, qui ne concerne pas l'institution policière et qui vient nuancer ce diagnostic souvent que l'on fait d'une violence systémique au sein de la police et au sein des forces de l'ordre. Ça veut dire qu'au fond, les Français, mais on le verra, les jeunes aussi, ont quand même un diagnostic assez nuancé, capable de faire la part des choses et de sortir finalement de cette vision très manichéenne des bons d'un côté et des méchants de l'autre, si je peux parler un peu vite. Et pour toujours sur la façon dont les Français perçoivent ces violences et ces émeutes, eh bien, on sent quand même, ce qui vient d'abord, c'est de l'inquiétude sur cette situation, de l'inquiétude aussi sur comment on peut en arriver là, de l'inquiétude par rapport à cette récurrence de phénomènes dont j'ai parlé. Inquiétude, colère, tristesse, voilà, vous voyez qu'il y a peu d'indifférence en tout cas, ce sont vraiment des affects, des émotions qui sont très chargées d'inquiétude. Regardez la différence, les femmes, tout particulièrement, 53% des femmes par rapport aux hommes. Et vous voyez que cette inquiétude, on la retrouve dans des proportions équivalentes parmi les jeunes. Les jeunes aussi se sentent inquiets à cette situation. Et puis les Français, bien qu'accordant leur confiance dans une large majorité à la police, ils considèrent aussi, vous voyez que leurs jugements sont nuancés, une majorité, 52% sont d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il y a un climat d'hostilité envers les jeunes dans ces quartiers qui les inquiète. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on regarde, et ce qui m'a intéressé d'ailleurs de regarder ces données d'enquête, c'est qu'on a des jugements, une interprétation, une analyse de la part de la population française beaucoup plus nuancée que tout ce qui peut être véhiculé par les observateurs, même les sociologues, même les médias, les commentateurs. Il y a de la part effectivement de la population ce souci finalement d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de faire
de faire la part des choses. Et c'est vrai pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Et cette enquête dit anti-flic ou pro-banlieue, le faux clivage. 80% des Français qui s'inquiètent de l'hostilité envers les quartiers sont aussi inquiets de l'hostilité envers les policiers. Et ça, je pense que c'est des résultats qu'il ne faut pas négliger. Et puis enfin, s'agissant des inégalités territoriales, que j'ai rappelées au début et qui sont réelles, qui sont objectives, dont on n'arrive pas à vraiment se sortir, d'où ce constat d'impuissance, d'où cette tristesse que finalement, malgré certains efforts des pouvoirs publics, il y a une politique de la ville, on a eu des ministres de la ville, il y a eu des politiques en matière d'éducation, en matière de rénovation urbaine, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites finalement dans ces quartiers, dans les banlieues, par les pouvoirs publics, mais ça ne suffit pas. Voilà, ça ne permet pas finalement de résoudre les problèmes. Et pour 4 Français sur 10 pensent que les pouvoirs n'arrivent pas à se faire une bonne idée finalement de l'impact finalement de l'action de ces pouvoirs publics sur la banlieue. Et que 40%, un Français sur 4, 25% trouvent difficile de se faire une opinion sur l'action des pouvoirs publics en faveur des quartiers populaires, et 40% trouvent qu'il n'y a pas assez finalement d'intervention des pouvoirs publics pour améliorer la situation dans ces quartiers populaires. Donc en fait, il y a quand même une grande lucidité de la part des Français qui essaient justement de faire la part des choses. Maintenant donc, toujours pour progresser dans l'analyse, on a déjà un petit peu vu ça dans cette enquête VBA, mais j'ai fait moi cette année une enquête particulière dans le cadre du CEVIPOF et du groupe Impérial, qui est la mutuelle notamment des agents de sécurité de l'État, un rapport sur un travail, une étude sur l'ensemble, sur le rapport des jeunes à la police. Alors, là, on est sur un gros échantillon. On est sur un échantillon de 3000 jeunes. Donc là, il n'y a que les réponses de jeunes. Donc c'est un échantillon solide, jeunes, représentatif de la population française. 77% des jeunes considèrent que la police fait l'objet d'agressions et d'insultes. 73% des jeunes considèrent que la police n'est pas suffisamment reconnue pour son dévouement, ce qui est effectivement un motif de souffrance des policiers, qui bien souvent disent qu'ils ne se sentent pas assez reconnus par la population. Et 70% que la police est présente sur le terrain et accessible. 68% qu'elle n'a pas assez de moyens, la police. Ce sont les jeunes, ça. 66% qu'elle est efficace et compétente. 58% qu'elle est honnête. Donc, tout cela, vous voyez à chaque fois que c'est une majorité de jeunes qui est capable de considérer la police à partir effectivement de la réalité de son métier, des missions qu'elle exerce. Mais en même temps, d'où la lucidité finalement de cette génération, de cette jeunesse, qu'elle est trop violente dans certaines situations qu'il ne mérite pas, 68%, qu'elle ne sanctionne pas ses agents lorsqu'ils agissent de manière fautive, 67%, qu'elle ne forme pas bien ou pas suffisamment ses agents, 56%, qu'elle traite tous les citoyens de manière équitable, seulement 37%. Donc voilà, on voit bien là encore que les jeunes sont lucides, font finalement preuve d'une grande maturité par rapport à cette question, et qu'on est très loin des stéréotypes et des jugements à l'emporte-pièce. Autre fait dont la police est toujours régulièrement incriminée, c'est le racisme. L'idée que la police serait plus raciste que d'autres professions. Là encore, quand on demande aux jeunes, à propos du racisme dans la police, diriez-vous qu'elle compte parmi elles moins de racistes, autant de racistes que dans la plupart des autres milieux professionnels, plus de racistes que dans la plupart des autres milieux professionnels,
31%, c'est beaucoup, hein, c'est presque un tiers des jeunes, ok, mais ce n'est pas toute la majorité des jeunes qui considèrent que la police est d'abord raciste ou se caractérise par son racisme. Là encore, c'est un jugement relativement nuancé. La plupart des jeunes, la majorité des jeunes, pensent que le racisme, c'est effectivement un problème auquel est confrontée la société tout entière. Et effectivement, on est là pour le combattre, ce racisme, mais que ça concerne aussi d'autres professions, pas seulement la police, que ce n'est pas seulement le fait de la police. Alors, malgré ça, les jeunes, toujours aussi dans cette nuance, il faut le rappeler, sont conscients des discriminations qui peuvent exister. Hein. La police est peut-être, voilà, à la fois, la police n'est pas que raciste, mais il y a aussi cette idée qu'en France, au quotidien, c'est plus difficile d'être arabe ou noir que d'être blanc. Ça, c'est une question, ça vient d'une autre enquête. C'est une question là qui est posée à l'ensemble de la population. 45% des Français considèrent qu'effectivement, les discriminations, ça existe et qu'il est plus difficile en France au quotidien d'être arabe ou noir que d'être blanc. On ressent que c'est d'autant plus difficile quand on a au moins un parent d'origine étrangère. Hein, vous voyez ce différentiel sur ce graphique. Mais regardez surtout la courbe d'âge. Les plus jeunes sont quand même plus attentifs aux discriminations que les plus âgés. Hein, il y a vraiment une attention portée aux discriminations qui est plus importante et donc un effet générationnel. Là, je reviens à l'enquête vraiment portant sur les jeunes et la police, c'est-à-dire les 3000 jeunes représentatifs de la population française. Finalement, ce n'est pas du tout deux mondes à part, hein. Les jeunes d'un côté et la police de l'autre. Il y a beaucoup d'interactions, en fait. Beaucoup d'interactions entre les jeunes et la police. 84% des jeunes ont eu affaire à la police. Et la plupart du temps, pour demander un renseignement. Dans le cadre d'un contrôle de police, et là il y aurait beaucoup à dire sur les contrôles de police, parce qu'effectivement, beaucoup de discrimination, et ça fait l'objet encore de beaucoup de débats, beaucoup d'études, et c'est vrai qu'il y a plutôt une discrimination et de contrôle dit au faciès de la part de la police des jeunes, et qui déclenche souvent d'ailleurs beaucoup de choses. Les 55% dans le cadre d'un contrôle de police. Mais n'oublions pas que les jeunes utilisent aussi la police pour leur propre protection. Les jeunes, en France, sont les premières victimes d'insécurité, de problèmes d'insécurité. Hein, et donc, pour déposer une plainte, déclarer un vol, un cambriolage, dans le cadre d'une enquête dans laquelle ils étaient témoins, et dans le cadre d'un acte illégal qu'ils ont commis, 21% des jeunes, quand même, reconnaissent qu'ils ont pu avoir affaire à la police dans un cadre illégal qu'ils ont commis. Donc, en fait, des interactions qui sont importantes. Ce sont deux populations qui se fréquentent, quoi qu'on en dise. Hein. Ce n'est pas deux mondes séparés. Ça, c'est aussi, je pense, une idée qu'il faut retenir. Et quand on pose la question aux jeunes, selon vous, êtes-vous d'accord avec le fait qu'il existe de graves problèmes entre les jeunes et la police? 92% pensent effectivement qu'il existe de graves problèmes entre les jeunes et la police. Mais quand on leur demande, et ça c'est intéressant, j'étais contente de poser cette question, concernant les problèmes entre les jeunes et la police, diriez-vous que c'est plutôt à la fois la faute de la police et des jeunes, la grande majorité, la faute des jeunes, 23%, la faute de la police, seulement 6%. Alors ça, c'est un résultat qui, là aussi, interpelle et oblige à corriger l'image que l'on peut avoir assez schématique des rapports entre les jeunes et la police. Les jeunes sont plus nombreux, 4 fois plus nombreux, à considérer que les problèmes qu'ils ont avec la police, c'est d'abord la faute des jeunes, plutôt que la faute de la police. La grande majorité, hein, c'est la faute des deux. Et ça, c'est on va dire un chiffre
optimiste, hein. Contrairement à cette idée d'un malentendu irréconciliable, la grande majorité quand même des jeunes pensent qu'il est possible d'améliorer les relations entre les jeunes et la police. 87%, ils sont plutôt optimistes. Changement des mentalités, favoriser le dialogue, davantage de formation, éduquer les jeunes, mais aussi changer l'image que les jeunes ont pour la police, etc., etc. Donc, il y a effectivement, de la part des jeunes, une grande disponibilité, ou en tout cas idée que les relations peuvent être améliorées. Donc j'arrive au terme un petit peu de cette présentation. Comment conclure? Peut-on conclure? Vous voyez que c'est quand même une situation compliquée, et j'ai essayé de vous montrer que beaucoup de paramètres entraient en jeu et invitaient finalement à la nuance et à essayer de sortir du cadre souvent manichéen qui peut faire l'objet d'analyse de part et d'autre, d'un côté comme de l'autre. Donc, comme conclusion provisoire, je dirais que ce fait social, hein, que représente au sens sociologique, durkheimien, que représentent les émeutes urbaines, s'inscrit dans un contexte local, certes celui des territoires, certes celui de la problématique particulière des quartiers dits sensibles ou populaires, mais aussi dans un contexte beaucoup plus global. Et que ça, il faut aussi l'intégrer dans l'analyse. Les émeutes sont certes le résultat, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un processus récurrent qui relève d'une situation et de circonstances qui sont propres, hein, aux relations des jeunes et de la police dans ces territoires. Ces émeutes s'inscrivent aussi dans un contexte de dénonciation des inégalités territoriales, sociales, culturelles, économiques, dans le contexte des discriminations qui touchent ces populations, hein, et dont il faudra essayer de sortir, mais pour l'instant, ce n'est pas si simple. Et donc ces émeutes, elles touchent effectivement les populations des quartiers populaires dits sensibles plus que les autres, et on ne peut pas nier tous ces facteurs objectifs d'inégalité sociale, culturelle, territoriale. Sans, pour cela, bien sûr, que ça autorise à justifier le passage à la violence et aux émeutes. Mais surtout, elles résultent, ces émeutes, d'un passage à l'acte violent dans un contexte démocratique de montée de la radicalité politique, des radicalités politiques qui s'expriment. Dans une société qui se polarise, notamment aux extrêmes. Dans une société où, effectivement, il y a une fragmentation. Hein, le travail de Jérôme Fourquet a parlé d'une archipélisation de la société, c'est-à-dire d'une fraction de segments de la société qui n'ont plus grand-chose à voir les uns avec les autres. Et donc, se rajoute à cela la crise de la représentation politique, la crise de la démocratie représentative, que mes étudiants de 400, je les vois un peu là, de ci, de là, savent parfaitement expliquer maintenant, qui fait aussi que les institutions politiques sont moins respectées, on leur fait moins confiance. Et du coup, toutes les institutions politiques, les institutions républicaines, qu'il s'agisse des institutions politiques, mais aussi donc des institutions régaliennes et aussi des instances de représentation de l'ordre. Donc cette défiance envers les institutions politiques, cette montée des extrémismes et des populismes, cette demande de démocratie directe, si la démocratie représentative est mise à mal, il y a aussi une demande de démocratie participative et surtout de démocratie directe, sans la médiation d'une quelconque organisation. L'expression directe des citoyens pour se faire entendre. On l'a entendu beaucoup avec les Gilets jaunes,
les émeutes, d'une certaine façon, on peut le discuter. Est-ce qu'elles ont un caractère politique? Est-ce que c'est des émeutes sociales? Quelle est la dimension politique de ces émeutes? Puisqu'il n'y a personne qui les organise, ni même la revendication d'un mot d'ordre politique. Hein. Mais elles ont une dimension, je partage tout à fait l'analyse de mon collègue Gérard Mauger, qui avait utilisé déjà cette expression, avec laquelle bon nombre de sociologues sont d'accord, d'une dimension proto-politique. Pas directement politique, mais proto-politique, dans la mesure où les sujets qui sont mis sur la scène des émeutes sont des sujets, des préoccupations qui concernent la scène politique, la scène sociale, proto-politique. Qu'enfin, d'autres formes de protestation et de passage à la violence sont aussi visibles dans d'autres segments de la jeunesse où la radicalité n'est pas absente. Je devais initialement vous faire ici, ce soir même, une conférence sur les étudiants de Sciences Po et la politique, mais au vu des événements, j'ai préféré travailler la question des émeutes. Mais les étudiants de Sciences Po, qui n'ont rien en commun avec les jeunes qui habitent les territoires et qui ont les territoires des quartiers dits sensibles et qui ont pu mener ces émeutes, sont aussi porteurs d'une certaine violence politique quand il faut protester pour se faire entendre ou participer à des manifestations où la violence peut intervenir, par exemple, dans certains mouvements contre le réchauffement climatique, marche pour le climat, défense de zones qui sont des zones d'environnement à défendre. On l'a vu, le bassin de Sainte-Soline, etc. Bon. Il peut y avoir aussi dans d'autres segments de la jeunesse des formes d'expression violente. Donc, la violence peut trouver à s'exprimer davantage dans un moment où la culture politique protestataire se diffuse et se banalise, non seulement dans les jeunes générations, mais n'oublions pas aussi dans les générations plus âgées. Hein. N'oublions pas là que bien souvent la jeunesse ne fait qu'amplifier des phénomènes qui sont à l'œuvre et qui existent dans l'ensemble de la société. Donc, regardez ce résultat. Un tiers des jeunes Français pensent qu'il peut être normal pour certaines personnes d'utiliser de la violence pour défendre leurs intérêts, 33%. Il est normal d'utiliser la violence pour défendre ses intérêts. Donc on voit bien là cette diffusion d'une culture protestataire. Regardez à propos du mouvement des Gilets jaunes, où il y avait d'ailleurs très peu de jeunes. Hein. C'était plutôt des Français, des citoyens d'un âge moyen, sinon bien avancé. Concernant les violences qui se sont déroulées, et au moment des Gilets jaunes, la question de la violence politique a divisé le mouvement des Gilets jaunes. Il y avait des participants parmi les Gilets jaunes qui étaient pour le passage à des actes violents. Il y a eu d'ailleurs des violences très fortes au moment des Gilets jaunes. Et puis d'autres qui voulaient en rester simplement à une manifestation pacifique, sans passage à la violence. C'était ça a divisé hein, le mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Mais voilà ce que pensaient les Français. 13% des Français trouvaient ces violences justifiées, 41% pas justifiées mais compréhensibles, 45% inacceptables. Donc seulement une petite moitié, une minorité de Français qui considéraient que les violences qui s'exprimaient au moment des Gilets jaunes, dans le mouvement des Gilets jaunes, étaient inacceptables. 21% des Français, 1 sur 5, trouvent normal que certaines personnes usent de la violence pour défendre leurs intérêts. 30% justifiaient le blocage des ronds-points par les Gilets jaunes et 50% pas justifiés mais compréhensibles. Donc on voit bien que cette culture protestataire qui peut s'ouvrir sur de la violence politique est diffusée aussi à l'ensemble de la société. Et pour finir, toujours à propos du mouvement des Gilets jaunes, et pour finir sur cette réflexion de ce que peut devenir, de ce que peut être une démocratie dans ce climat plus protestataire et défiant à l'égard de la représentation politique, regardez
au moment des Gilets jaunes, ce que pensaient les Français. 62% considéraient que le mouvement des Gilets jaunes était une marque de renouvellement de la démocratie en France, et 34%, vraiment une minorité, une menace pour la démocratie en France. Voilà, je resterai sur cette conclusion ouverte, et évidemment, je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci Anne. J'invite les étudiants à poser les premières questions. Oui. Je me demande... Est-ce que vous pouvez parler un peu fort? Oui, désolé. Non, non, c'est pas grave. Mais juste... Quand j'ai vu la présentation, je me demande pourquoi c'est des émeutes et pas des manifestations pacifiques. Pourquoi il a devient ce niveau de le passage à la violence. C'est toute la question du passage à la violence politique. Il y a eu des manifestations pacifiques. Au tout début, quand j'ai montré, au tout début, si on remet cette photo, cette diapo, pardon, il y a eu en parallèle des violences, des émeutes, exactement. Il y a eu des manifestations pacifiques, des marches en mémoire de Naël, de la population, hein, bien évidemment. Il y a eu partout des marches à la fois pour soutenir la mémoire de ce garçon, mais aussi pour dénoncer évidemment la police, mais de façon pacifique. Les émeutiers, les émeutes, c'est effectivement l'expression d'une violence, du recours à la violence qui s'exprime seulement dans une fraction particulière de la population. Tout le monde le peut, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ces quartiers, tous les jeunes ne sont pas allés participer à ces émeutes. Ceux qui participent à ces émeutes, ce sont des jeunes qui probablement ont déjà maille à partie avec la police, comme je l'ai montré. 40% ont déjà des casiers judiciaires ou des problèmes judiciaires. Donc c'est un prétexte, plus qu'un prétexte, mais un nouveau prétexte qui leur permet d'aller effectivement contrer de façon violente la police, parce que c'est un ressort finalement de leur... ce sont des jeunes qui, eux, se sont construits parce qu'ils font l'objet de rapports plus difficiles avec la police, voire de rapports injustes. Pensons au contrôle d'identité. Si on est noir, arabe et jeune et garçon, on a 40 fois plus de chances de se faire contrôler que si on est blanc et fille, par exemple. Et dans ces quartiers, encore plus. Voilà. Donc il y a de réels problèmes de relations entre les jeunes et la police dans ces quartiers. Et la mort d'un jeune suscite des formes d'identification, déjà, d'identification à ce jeune, donc un ressort émotionnel assez puissant, ça a été bien décrit par rapport à Naël. Des jeunes qui disent, ben oui, ça pourrait être moi, ça pourrait être nous tous, donc un ressort émotionnel puissant, des dynamiques effectivement voilà, bien décrites par quelqu'un comme Gustave Le Bon, par exemple, Psychologie des foules, qui montre qu'effectivement, il suffit de quelques leaders qui entraînent, et par les réseaux sociaux, qui entraînent effectivement des jeunes avec eux pour, qui cherchent en fait ce rapport de force avec les forces de l'ordre. C'est aussi une dynamique qui est le passage à l'acte violent. Mais tout le monde ne passe pas à l'acte violent. Voilà.
pas si j'ai répondu à votre question, comme on peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et parmi vos chiffres, est-ce que vous avez fait le rapport entre ceux jeunes qui étaient interpellés, qui ont des cas judiciaires, et leur statut d'immigration, et aussi ceux de leurs parents? Oui. Jérôme Fourquet, dans l'étude que j'ai, je ne l'ai pas présentée ici parce qu'on a trop il y aurait eu trop de données, mais les cartes établies par Jérôme Fourquet dans cette note, à laquelle je vous invite de vous référer si ça vous intéresse, vous allez la trouver en ligne, une note de l'IFOP sur retour sur les émeutes urbaines. Il montre que, en gros, la carte des émeutes et des quartiers concernés par les émeutes recoupe aussi une carte où la population immigrée est plus représentée que dans d'autres quartiers. Et bien sûr, Naël était un jeune d'origine algérienne. Hein, voilà. Donc il y a effectivement toujours cette problématique. Il y a aussi dans ces quartiers, proportionnellement, plus de population immigrée que dans d'autres quartiers. Donc voilà, plus de chances aussi pour qu'il y ait de l'altercation entre ces jeunes et la police. Tout à fait. Oui. Merci. Je vais peut-être me rapprocher de vous, parce que là, je vous entends pas du tout. Merci. Alors, c'est une question sur les chiffres. Oui, pardon, j'arrive. Ouais. C'est une question sur les chiffres officiels et publics. En fait, donc, on n'avait pas trop vu les chiffres sur peut-être les blessures, les comas, les morts des manifestants. Et pour moi, les réseaux sociaux utilisés par les manifestants sont justement pour offrir des chiffres qu'on ne trouverait pas peut-être ailleurs là-dessus. Et après, du coup, pour comparer aux chiffres qui représentent par exemple les blessures de la police. Et j'aimerais savoir si vous savez s'il y a des chiffres, s'il y a des représentations de l'expérience des manifestants et comment comparer les deux. Parce que d'après ce que je connais, je ne pense pas qu'il y a un policier mort. Mais je ne suis pas sûre, justement. Donc j'aimerais bien, en fait, je cherche à comparer les chiffres. Non, il n'y a pas eu de policiers morts. Ouais. Il y a eu des policiers grièvement blessés, mais on n'a pas, à part des jeunes, effectivement, qui sont morts, le jeune de Marseille hein, et le jeune Naël, il n'y a pas eu d'autres morts. Hein. Pour l'instant, à la connaissance, il y a 2 morts. Hein, il y a aussi celui et il y a un jeune qui est très blessé, mais qui, à ma connaissance, n'est pas mort, mais qui est dans le coma, dans l'Est, hein, qui a fait l'objet qui a reçu une balle dans le cerveau et qui est dans le coma. Donc, il n'y a pas d'autres morts. Et par contre, il n'y a pas de... Mais les 2 jeunes qui sont morts, en l'occurrence, ils l'ont été, non pas dans le cadre des altercations normales, je dirais, enfin normales, dans le cadre des émeutes avec la police, les 2 jeunes qui sont morts l'ont été dans le cadre de bavures policières. Hein, le premier, Naël, parce qu'on lui a tiré à bout portant dessus, en pleine poitrine, et le deuxième, parce que, voilà, il a été aussi tabassé par la police. Hein. Je ne suis pas d'ailleurs sûre qu'il soit mort. Hein. Non, attends, je fais une confusion. Je crois qu'il n'y a qu'un mort, hein, en fait. Oui. Il n'y a qu'un mort, mais par contre, il y a 2 blessés très graves. Un dans l'Est et un à Marseille. Il n'y a qu'un mort. C'est vous qui tout d'un coup, vous me prenez une confusion. Il n'y a qu'un mort. Mais bon, il y a effectivement tous ces blessés, mais qui sont difficiles à... Enfin, les 2 autres, bon, sont des résultats de bavures policières, et ceux qui sont dans le coma, mais les autres blessés, c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres. Je trouve ça quand même très intéressant qu'il n'y ait pas le moindre chiffre pour les blessés des manifestations, etc. Je trouve que dans les informations dont on dispose, il y a toujours des choses très intéressantes sur ce qu'on décrit, et il y a ce sur quoi le silence se porte. Je trouve extrêmement bizarre qu'il n'y ait pas de statistiques de l'autre côté. Et j'ai envie de vous dire aussi, est-ce que dans les données que vous avez la capacité de faire des corrélations de réponses? Parce que j'ai un petit peu peur de l'effet moyennisant. Si on se dit qu'il y a 65% des jeunes qui disent que tout va bien, la jeunesse pense que tout va bien. Ben moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a 35% de jeunes qui ne vont pas bien, et que si c'est les mêmes 35% sur tous les endroits, et qu'à chaque fois on retrouve
ces mêmes jeunes dans des problématiques, eh ben, la moyenne, ça ne marche plus du tout. Et je serais assez intéressé de savoir si vous pouvez creuser cette analyse. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une question de données qui sont accessibles. Finalement, on a des données qui sont accessibles quand il y a une affaire, quand il y a une plainte, quand il y a quand une bavure policière finalement s'exprime, parce qu'il y a plainte par la victime ou par la famille de la victime, mais il n'y a pas de recension. En tout cas, il y en aura peut-être une, mais là c'est trop tôt. Il n'y a pas de recension, à ma connaissance, encore une fois. C'est pas mon domaine non plus de travail, mais ce serait intéressant de le faire, bien sûr. Oui, parce que mais bon, là, ce que je voulais aussi que vous reteniez, c'est qu'effectivement, bien sûr, qu'il y a des blessés parmi les jeunes, mais il n'y a jamais eu autant de blessés parmi la police. Voilà. Donc il y a aussi, ça veut dire aussi qu'il y a un accroissement très fort des moyens que ces jeunes ont à leur disposition maintenant pour en découdre aussi avec la police. Voilà, et c'est même chose, mais on retrouve la même chose, quelles que soient d'ailleurs les jeunesses. Si on regarde la jeunesse d'extrême droite, de l'ultra-droite, il y a une violence aussi qui se manifeste aujourd'hui, des armes, des attentats qui se préparent. Il y a aussi une montée générale de la violence qui peut s'exprimer. On peut le regretter. Oui, Elsa. C'est pas du travail de sociologue qui a été encore publié, mais bon, c'est politisé, mais Libération fait un travail vraiment abouti en ce moment de journalistes, pas de sociologues, sur la diffusion des portraits des jeunes qui ont été blessés en bordure des émeutes, ce qui est encore plus bouleversant, parce qu'ils ne sont pas souvent causeurs de violence, c'est des gens qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui sont en ce moment dans des situations complètement dramatiques. Donc voilà, les médias font quelque chose du fait que les faits sont aussi extrêmement récents. Ça limite un petit peu. J'avais une question. C'est le cas d'ailleurs de ce jeune de Marseille, qui n'avait rien à voir avec les émeutes, qui travaillait, il était servant dans un restaurant, il rentrait chez lui, il passait par le Vieux-Port, et il a reçu un tir, et après il a été tabassé au sol par 4 policiers. Oui, il passait par là, et c'était pas hasard. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir quel est le résultat de la confrontation entre les émeutiers en tant que tels et les policiers. Combien d'émeutiers, à proprement parler, sont blessés? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Effectivement, il y a tout. Il y a dans la presse, même toutes les publications, qui viennent après chaque manifestation, des blessés déclarés dans les hôpitaux. Et là, il y a régulièrement, c'est ce qui est la statistique assez récente, il y a plus de blessés du côté de la police que du côté des manifestants. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté. Et qui est due aux moyens, simplement, qu'ont les manifestants aujourd'hui. Et en particulier l'utilisation des mortiers. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un mortier, ça ne fait pas du bien. Alors, recevoir une balle en caoutchouc, en effet, ça ne fait pas du bien. Recevoir un mortier, ça ne fait pas plus de bien. Donc, les forces de l'ordre, là, ont eu beaucoup plus de blessés. Non, mais c'est surtout ce qui serait intéressant, parce qu'on dit, il y a du silence, ce qui est assez vrai. Il y a du silence, c'est assez vrai. Mais il y a du silence aussi total sur, par exemple, a-t-on un article sur les hôpitaux dans lesquels il y a les blessés gendarmes et policiers. Il n'y a pas eu un article dans la presse française là-dessus. Donc en effet, il y a une indignation sélective de part et d'autre. Non, mais c'est surtout que normalement, à part les bavures policières, c'est ce dont on parle, c'est ce qui a déclenché les émeutes. Mais normalement, un policier, sa fonction, c'est quand même de rester dans une déontologie de son métier de policier. Tous les policiers ne sont pas des policiers qui ont qu'une envie, c'est de tabasser du jeune et de le mettre dans le coma, voire de le tuer. C'est pas du tout. Quand ça peut arriver, c'est vraiment à la marge des policiers. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Un policier, il a dans le cas d'émeutes comme ça qui sont très dures, parce qu'effectivement, en face,
les jeunes émeutiers, hein, je parle moi des jeunes émeutiers, hein, ils ont une détermination d'en découdre vraiment avec les forces de l'ordre. La violence est quand même une expression qu'ils revendiquent. Hein, c'est ce qu'ils veulent. S'ils peuvent même tuer du policier, ils seraient contents. Et ça, c'est vrai. Ils le disent. Ils le disent. Mais les policiers, ils ont des ordres. Ils ont des ordres de leurs supérieurs, hein, qui leur demandent de ne pas... voilà, de faire attention, ils ne veulent surtout pas qu'il y ait mort de jeunes, qu'ils ne veulent pas... Enfin voilà, ils font respecter l'ordre public. Après, il y a les bavures qui sont inadmissibles, les comportements policiers qui sont inadmissibles. Mais dans leur grande majorité, les policiers, les CRS qui font face à tout ce que leur balance les émeutiers dans le contact avec les forces de l'ordre, eh bien, ils sont moins violents directement que les manifestants, les émeutiers, pardon, sont violents à leur endroit. C'est ce qui fait sans doute aussi une différence dans les blessures et dans le décompte des blessures objectives, que ça nous plaise ou pas, c'est quand même une réalité. Ouais, Elsa, et après Lilia. J'ai lu un livre de Didier Fassin, un sociologue, qui avançait une thèse selon laquelle la police a fait preuve dans la dernière décennie d'une augmentation d'un sentiment qu'il possède la justice, alors que la police a comme rôle premier du maintien de l'ordre pour qu'une force seconde se charge d'une condamnation et d'une prononciation qui est à tort, qui ne l'est pas. Et du coup, je me demandais si tu avais quelque chose à dire à ce propos. Est-ce qu'on pourrait penser que dans ces conflits présents aujourd'hui, on pourrait expliquer certaines violences par une sorte de mutation de comment la police se ressent dans son rôle de est-ce que je maintiens l'ordre ou est-ce que je fais action de justice en tant que représentant de l'ordre républicain? Oui, non, mais c'est une question tout à fait importante. Il y a des spécialistes de la police qui montrent bien aussi la spécificité de la police française, pour comparer par exemple à d'autres polices en Europe qui ne sont pas formées de la même façon. C'est vrai qu'en France, la police est formée pour aller au contact. Hein, et que donc dans ce contact, voilà, évidemment ce contact, il y a une propension à l'acte violent, hein, de part et d'autre qui est forcément plus important que dans d'autres pays, par exemple la police allemande, la police anglaise, la police suisse ou d'autres endroits ne sont pas formés de la même façon. Hein, c'est vrai qu'il y a une évolution, ça a été montré aussi dans les travaux de spécialistes de la police, Laurent Micheli, Fabien Jobin, etc., toutes sortes de chercheurs et de travaux du CESDIP notamment, qui montrent qu'effectivement la police française a cette formation, hein, d'aller au contact des manifestants. Et que forcément, du coup, ça peut créer plus de rapports de force et plus de violence. Oui, c'est vrai. Lilia. Oui, je me posais des questions sur les auteurs en fait de ces émeutes. Comme tu sais, à Paris, les jeunes ils sont extrêmement politisés. À chaque verre qu'on va prendre ensemble, à chaque apéro, à chaque rencontre, chaque jour, de chaque pause, on va forcément parler de politique. Et les jeunes sont extrêmement engagés parce qu'ils ont ce franc-parler. Et du coup, j'ai pu reconnaître la rue de mon école, en fait, à Montparnasse. Tu nous as montré le bâtiment en feu, c'est exactement mon école. Et on est extrêmement impliqués dans nos opinions politiques, on va souvent avoir des débats, etc. Et en fait, mes amis, ils vont souvent dans des manifestations. Il y a eu énormément de manifestations à Montparnasse, donc vraiment en plein centre de Paris. Et en fait, je me disais, comment est-ce qu'on peut reporter ce problème uniquement sur les banlieues si, en fait, c'est un trait de caractère des Parisiens en eux-mêmes de vouloir avoir, un contact, une implication, une action, une activité
dans la politique nationale. Oui, oui, non, tu as raison. Bien sûr qu'il s'est passé des... Quand tu dis manifestation, c'est plutôt des émeutes. Parce qu'il faut faire une différence. Il faut faire quand même une différence entre les manifestations, hein, qui peuvent effectivement à un moment donné, souvent en fin de manifestation, dégénérer en violence, voire voilà. Il y a souvent d'ailleurs les manifestations, souvent qui dans le temps étaient d'ailleurs davantage encadrées par des services d'ordre. Hein, les manifestations étaient davantage encadrées pour justement éviter les débordements de violence et éviter notamment des jeunes qui cherchent le contact avec les forces de l'ordre. Hein. Il y a des jeunes qui veulent aussi se confronter aux policiers. Ça existe. Peut-être que c'est pas nous, ça ne nous concerne pas, mais ça existe quand même. Hein. On en connaît. Enfin, moi j'ai pu en rencontrer, donc je sais que ça existe. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, donc déjà, oui, quand tu dis manifestation et émeute, c'est différent. Une émeute, il faudrait quand même revenir sur la définition d'une émeute. Une émeute, c'est vraiment susciter le chaos. Hein. C'est vraiment une opposition frontale par l'usage de la violence, provoquant des dégâts matériels, voire des dégâts humains, par rapport sur des autorités qui représentent le système établi, le pouvoir politique. Voilà. Une émeute, c'est ça. C'est quand même la violence. On ne peut pas parler d'émeute sans violence. Les manifestations, elles ne sont pas toujours violentes. Ouais, c'est pas la même chose, une émeute et une manifestation. J'ai trouvé très intéressant le point de vue d'Elsa sur le prolongement, l'idée de prolongement d'une manifestation, en fait. Tu n'as pas dit ce mot-là, mais peut-être presque un dérapage, en fait. Et peut-être que ce sont les mêmes personnes qui manifestent et qui ont fait les émeutes, et que cette fois-ci, c'était, on va dire, ça s'est pas arrêté à 17h, comme d'habitude. Voilà. Donc oui. Les personnes politisées sont des étudiants de la Sorbonne, de toutes les écoles d'art, de toutes les écoles d'histoire, et c'est pas uniquement des jeunes de banlieue, je pense. Ah non, mais alors à ce moment-là, on parle aussi d'autres choses. Là, c'est des émeutes urbaines. Ces jeunes-là n'y sont pas. Ces jeunes-là, effectivement, si on parle de manifestation, tu vas parler des Black Blocs. Alors les Black Blocs, hein, ce sont plutôt pas du tout des jeunes qui sont concernés, qui viennent de ces territoires défavorisés. Les Black Blocs, ce sont plutôt des jeunes issus des familles privilégiées, éduquées, grandes écoles, études, Sciences Po. On doit avoir à Sciences Po un certain nombre de Black Blocs, c'est-à-dire qui par idéologie, refus de la société libérale, anticapitaliste, refus de la police, refus de l'ordre établi, hein, décident lors des manifestations, parce que leur ressort premier, c'est effectivement leur combat idéologique, suppose le contact avec les forces de l'ordre et la violence, et la dégradation de tout ce qui, de près ou de loin, incarne la société libérale. Ils vont casser les banques, les commerces, les marques qui sont emblématiques effectivement d'un capitalisme mondialisé. Voilà. Mais ça c'est d'autres jeunes. Hein. C'est pour ça que je disais à la fin, bon, j'ai pas eu le temps de développer tout ça, qu'il y a d'autres jeunesses en colère, d'autres façons d'exprimer sa colère. Il n'y a pas que les jeunes de banlieue ou des cités dites sensibles ou d'origine immigrée ou qui se sentent discriminés ou qui vont défendre la mort d'un des leurs dans une bavure policière. C'est pas du tout les mêmes jeunes que les jeunes dont tu parles. C'est pas les mêmes jeunes. C'était vraiment la rue de mon école. Vraiment, t'as montré une photo, il y avait mon école juste à côté. Non, mais bien sûr, on peut toujours. Je ne dis pas qu'il y en a. Voilà. Mais globalement, sociologiquement, c'est quand même pas ni les mêmes ressorts, ni la même jeunesse, ni les mêmes motivations en bout de course. Tu vois, sociologiquement, il faut essayer de différencier les choses. Dernière question. Dernière question d'Elsa. Est-ce que je peux... Ou pas forcément une question, un commentaire. Une question générale. Ah, pardon. Une clarification des sondages. Merci de la présentation première. Et comme les données ont été collectées, j'ai compris 3000 personnes. Et qui sont les personnes, comment on a été choisi,
Ce sont des personnes qui ne sont pas choisies, c'est ce qu'on appelle des enquêtes auprès d'un échantillon représentatif de personnes qui sont sélectionnées, ou pas sélectionnées plus exactement, mais qui, selon la méthode des quotas, des méthodes d'enquête utilisées par les instituts de sondage, pour constituer un échantillon représentatif de la population française des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a autant de jeunes issus de catégories sociales supérieures que de gens issus de catégories sociales populaires, autant de jeunes dans des zones rurales que de jeunes dans des zones urbaines ou dans des banlieues. Ils sont représentatifs des caractéristiques sociologiques des jeunes français. Donc c'est représentatif de la population. Quand on a un échantillon de 3000, c'est quand même important par rapport à la représentativité. Merci oui. Anne. Il y a encore une question. Je voudrais juste savoir... Alors je reviens vers vous parce que j'entends pas quand je suis tout en bas. Pardon. Je voudrais juste savoir, en fait, il y avait certaines slides où l'âge des échantillons n'était pas précisé. Donc du coup, quand vous dites jeune... 18-24. Voilà, d'accord. Et du coup, je trouvais ça dommage justement que les mineurs, sachant, comme vous avez dit, que dans les émeutes, c'est surtout des mineurs, qu'il n'y ait pas de chiffres représentatifs. Alors, je suis bien d'accord, mais on fait avec les données qu'on a. Il n'y a pas eu d'enquête sur les tout jeunes. Donc, voilà. Non, c'est 18-25. Voilà. Merci beaucoup.